et bienvenue dans ce webinaire consacré à DxO Photolab 5 Essential ainsi que l'ANIC Collection 5. Vous allez comprendre pourquoi rapidement on va parler des deux. Alors, je vous remercie d'assister à ce webinaire estival qui sera le dernier de la saison. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de programme établi pour la rentrée, mais bien sûr, vous serez informés. Sachez également que cette session est enregistrée et sera disponible en vidéo, mais bien plus tard que d'habitude, puisque la personne qui s'occupe de monter les vidéos et de les publier est en congé, donc ce sera très probablement à la rentrée également. Donc si jamais vous avez quelques soucis de connexion, de débit Internet qui vous empêchent de profiter du webinaire, eh bien sachez en tout cas que ce webinaire est intégralement enregistré. Alors, je me présente, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur, traducteur et photographe indépendant, et je collabore avec DxO Labs depuis une dizaine d'années, notamment pour les webinaires bien entendu, mais surtout les guides utilisateurs que je rédige pour tous les logiciels de la marque depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà. Donc, on a eu la sortie de la NIC Collection 5 au mois de juin, donc on en a parlé dans le dernier webinaire. On va en reparler un petit peu ce soir à la fin de la session. Et en ce qui concerne l'actualité, eh bien, vous savez que en général, l'automne est riche en sorties, en nouveautés, et que toute l'équipe de DxO n'est pas en vacances, mais sur le pont pour vous préparer les surprises de la rentrée. Donc, on en reparlera en temps et en heure. Donc, juste un petit teasing pour vous faire envie. Alors, DxO Labs, je vous rappelle, est une entreprise française qui est basée en région parisienne et qui s'est spécialisé d'abord dans la correction optique logicielle, on va y revenir un petit peu plus tard, et puis dans les logiciels, vous vous souvenez d'Optix Pro qui est devenu DxO Photolab, et puis il y a toujours Finpack, toujours Viewpoint, et DxO est également depuis plusieurs années propriétaire de la NIC Collection qu'elle s'évertue à faire évoluer pour en faire un produit résolument tourné vers l'avenir après un quasi-abandon de la part de ses propriétaires précédents. Donc la NIC Collection se porte très très bien. Il y a toujours beaucoup à vous offrir. Alors, en ce qui concerne la NIC Collection, justement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'installer la version 5, donc qui est sortie en juin dernier, mais lorsque vous arrivez au dernier écran d'installation, comme vous pouvez le voir ici, donc sur cette capture d'écran qui est extraite du guide utilisateur, vous avez quelque chose qui a été rajouté. On vous propose la possibilité de télécharger gratuitement DxO Photolab 5. Alors, pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que dorénavant, Photolab, dans sa version Essential, donc la version essentielle en français, donc la version de base, est livré avec la NIC Collection. Alors, quel est le but de cette opération? Eh bien, c'est très simple. La NIC Collection, si elle regorge d'outils pour le traitement créatif de vos images ou certaines corrections un peu plus pointues comme la netteté, le bruit ou l'assemblage, la fusion d'images HDR, la NIC Collection ne peut pas traiter vos fichiers RAW, par exemple. Donc pour ça, il vous faut un logiciel. Alors si vous utilisez un autre logiciel comme Lightroom, par exemple, Lightroom classique dans lequel la NIC Collection s'installe comme plugin, eh bien, vous n'utilisez peut-être pas DxO Photolab ou vous en avez entendu parler, eh bien, c'est l'occasion justement de l'installer et de voir de quoi est capable cet excellent logiciel et de voir que c'est une alternative sérieuse à d'autres produits comme Lightroom par exemple. Et également, bien évidemment, ça s'adresse également à ceux qui ne savent pas trop comment
traiter leurs images avec quel outil, eh bien, vous disposez maintenant d'un logiciel de traitement de fichiers RAW plutôt pointu et bien équipé gratuitement, donc en achetant une licence de la Nik Collection 5. Alors bien évidemment, si vous avez déjà une licence de Photolab et notamment une licence de l'édition Elite, vous n'avez pas besoin d'installer donc cette version Essential, et on abordera d'ailleurs les différences entre les deux éditions de Photolab. Donc voilà, pour récapituler, sachez que depuis le mois de juin, lorsque vous achetez une licence de la Nik Collection 5, eh bien vous avez la possibilité de télécharger et d'utiliser gratuitement DxO Photolab 5 en version Essential. Alors, quelle est la différence entre la version Elite et la version Essential, si ce n'est le prix, bien entendu. Alors, les différences, en fait, portent sur la présence de certains outils, de certaines fonctionnalités. Par exemple, dans la version Elite, vous avez la possibilité de corriger le bruit avec DxO Prime et surtout Deep Prime maintenant, qui sont des outils très pointus pour ça et qui ne sont pas disponibles dans la version Essential. Mais vous disposez quand même de la possibilité de faire une très bonne correction de bruit avec les fonctionnalités de base, donc la correction de bruit haute qualité, qui est également performante, hein, puisque elle ne ralentit pas votre flux de travail, tandis que Prime et Deep Prime demandent ou exigent des temps de calcul qui font que, par exemple, la correction n'est pas visible en temps réel à l'écran. Vous devez la juger dans une loupe et puis ensuite exporter l'image. Alors, quelle autre différence? Vous n'avez pas non plus dans la version Essential, vous n'avez pas non plus DxO Clear View, qui est l'excellent outil indispensable pour les photographes de paysage, l'outil qui permet de corriger le voile atmosphérique. Vous avez également le watermarking, c'est-à-dire la possibilité d'incruster des filigranes dans vos images qui n'est pas incluse dans Photolab 5. Vous n'avez pas les exports multiples. Alors les exports multiples, c'est tout simplement la possibilité d'exporter des fichiers dans plusieurs formats différents vers plusieurs destinations différentes de façon simultanée. Donc ça intéressera plutôt les professionnels qui ont besoin qui ont une grosse production et qui ont vraiment besoin de quelque chose qui débite. Vous ne pourrez pas non plus éditer, modifier les champs IPTC qu'on voit ici à droite dans l'onglet Photothèque. Néanmoins, si vos images comportent des champs de métadonnées qui ont été saisis dans d'autres logiciels, bien évidemment, vous verrez toutes ces informations ici, mais vous ne pourrez pas les modifier. D'accord ? Ensuite, dernière chose, pour la prise en charge des boîtiers Fuji, eh bien, il faudra également la version Elite pour pouvoir en profiter. Donc, ça peut peut-être vous sembler une liste un peu longue. Bon, ça explique aussi la différence de prix entre les deux versions. C'est peut-être aussi quelque part un appel du pied pour vous proposer, après avoir essayé la version Essential, de passer à la version Elite. Donc ça, c'est à vous de voir, bien évidemment. Mais maintenant, ce qu'on va voir pendant ce webinaire, eh bien, c'est que le logiciel reste quand même d'un niveau du point de vue outils et richesse de fonctionnalités qui reste très élevé. Alors, je vais revenir maintenant à la notion de base de DxO Photolab Essential. En fait, DxO Photolab Essential, donc c'est un logiciel qui est là pour traiter vos fichiers RAW, mais évidemment, vous pouvez également traiter des fichiers JPEG, TIFF et DNG. Vous bénéficiez de la même prise en charge de boîtiers et d'objectifs que la version Elite, hormis, donc, comme je l'ai précisé auparavant, les boîtiers Fuji. Pourquoi? Eh bien, la raison est très simple, en fait, c'est que le dématrissage des boîtiers Fuji repose sur des technologies qui sont utilisées par Deep Prime. Donc Deep Prime, en fait, ne fait pas que du débruitage, ça fait également du dématrissage, et donc c'est pour ça, et c'est grâce à ça que les fichiers RAW Fuji sont pris en charge dans la version Elite, et comme il n'y a pas Deep Prime dans la version Essential, eh bien vous ne pouvez pas donc exploiter ces fichiers Fuji.
Alors, DxO Photolab repose sur deux principes fondamentaux. Lorsque vous ouvrez une image dans le logiciel, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le programme va appliquer un certain nombre de corrections à l'aide d'un pré-réglage appelé DxO standard, qui va tout simplement agir sur la tonalité de vos images, c'est-à-dire tout ce qui concerne la lumière et le contraste. Il va également y avoir un débruitage qui va être appliqué en fonction de la sensibilité ISO employée. On a également une protection des couleurs saturées. Et à côté de ça, on a les modules optiques qui, eux, vont s'attaquer aux défauts de vos objectifs. Alors, je vais simplement changer de source pour lancer quelque chose. Alors, attendez, je vais passer sur ce dossier et je vais revenir au dossier où j'étais auparavant. Voilà. Donc, dans le dossier que je viens de sélectionner ici, en fait, on a un certain nombre d'images qui ont été faites avec des couples boîtier-objectif et on n'a pas les modules optiques correspondants qui sont installés. Donc, à partir du moment où cette fenêtre peut s'afficher automatiquement, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, et si vous êtes connecté à Internet, bien évidemment, le logiciel va détecter les informations dans les métadonnées de vos images et va vous proposer tout simplement les couples boîtier et objectifs qui ont été utilisés pour faire vos photos. Donc à ce moment-là, vous pouvez télécharger ces modules optiques et ils vont s'installer et se mettre en service automatiquement sans que vous ayez besoin de redémarrer votre programme. Alors on va en télécharger quelques-uns. Donc vous voyez que c'est assez rapide. On va juste prendre les canons. Voilà, comme ceci. Alors là, le fonctionnement est le même que l'édition Elite, hein. C'est le même principe. Alors je ne vais pas utiliser le dernier ici. Je clique sur fermer et maintenant mes modules optiques sont installés et les corrections optiques qui correspondent au couple boîtier-objectif sont appliquées automatiquement. Alors ces corrections optiques, elles concernent quoi? Eh bien, elles concernent tout simplement le vignettage, la distorsion et également l'aberration chromatique et on a également une optimisation de la netteté de l'image. Alors je vais prendre une photo comme ceci, je vais passer dans l'onglet personnaliser, voilà, et je vais cliquer sur le bouton comparer. Vous voyez, donc quand je clique sur comparer, vous pouvez voir que les bords de l'image s'assombrissent. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est tout simplement le vignettage qui est corrigé. Donc, ça, c'est une démonstration d'une des corrections faites avec ces modules optiques hein, de manière entièrement automatique. Et ce que vous pouvez constater aussi dans l'onglet personnalisé qui sert tout simplement à traiter vos images, vous avez à droite, dans le volet de droite, vous avez la liste des outils qui sont actifs, qui sont indiqués par un petit bouton bleu ici. Donc, le Smart Lighting indique tout simplement euh, que le pré-réglage DxO standard applique une correction d'exposition à vos images. Là, on peut voir en dessous tout ce qui est grisé, ce sont les corrections qui ne sont pas appliquées. On peut voir effectivement qu'il y a une correction du vignettage automatique avec le module DxO Optics qui correspond au couple boîtier objectif et vous voyez si je clique sur le petit bouton bleu, vous voyez j'éteins en fait tout simplement la correction de la même manière que si j'appuyais sur le bouton comparer en haut. Donc on a la balance des blancs, le rendu des couleurs avec le rendu de base du boîtier utilisé. Donc ici c'est un Canon EOS 5D Mark IV, vous voyez, donc c'est le profil qui est réalisé par le labo DxO, donc pour l'ouverture des images, et bien évidemment, vous avez la possibilité plus tard d'intervenir, si vous le souhaitez, sur vos couleurs et de faire à peu près tout ce que vous voulez à vos images, bien entendu. On a également le débruitage qui est appliqué. Donc, vous voyez ici, si j'ouvre la palette détail, on peut voir que haute qualité et appliqué à l'image. On a également une loupe qui permet de voir une portion de la photo. Alors la loupe va surtout servir si vous utilisez Prime et Deep Prime dans l'édition Elite, d'accord. Donc là, vous pouvez voir que ces boutons sont grisés et vous n'avez accès qu'au mode haute qualité qui fait un débruitage qui est déjà très performant, un des meilleurs du marché et qui présente l'avantage d'être pratiquement effectué en temps réel avec une prévisualisation à l'écran
directement, ce qui n'est pas le cas lorsque vous utilisez Prime et Deep Prime. Je vous avais parlé également de la netteté de l'optique, donc l'optimisation du piqué des objectifs. Vous voyez, si je zoome dans mon image à 100%, je pense qu'on va peut-être arriver à voir cette optimisation de la netteté. Donc regardez, je vais tout simplement l'éteindre, vous voyez, avec le petit bouton bleu. Alors là, c'est automatique hein, également. Donc là, c'est un peu, je suis pas certain que vous puissiez voir la différence. Elle peut être assez subtile. En fait, le principe de fonctionnement est très simple. Il s'agit tout simplement d'égaliser et d'augmenter, d'améliorer la netteté de vos images et de l'égaliser, puisque vous savez qu'un objectif est en général plus performant au centre que sur les bords. Donc c'est un bon moyen d'obtenir une image homogène du point de vue d'un strict point de vue netteté. Alors je vais voir pour les corrections optiques si je trouve pas une image un peu plus parlante avec tout ce qui concerne le vignettage. Bon, la distorsion, j'ai pas beaucoup d'images avec la distorsion. Alors attendez voir, je vais prendre cette photo ici. Voilà. Donc je vais revenir à l'affichage de l'image. Donc vous voyez si, alors ça c'est l'image après application du pré-réglage des XO standard et après application du module optique des XO. Et si je fais comparer, vous voyez que les bords de l'image sont beaucoup plus sombres. Voilà, et au niveau distorsion, on n'a pas de souci ici, mais ça peut se manifester par exemple avec un horizon légèrement courbé et qui sera redressé par le module optique, bien entendu. En ce qui concerne le traitement du bruit, très rapidement, je dois avoir une photo prise ici à haute sensibilité, voilà, comme ceci. Vous voyez, si je prends la loupe dans le panneau détail et que je la place par exemple ici sur l'immatriculation du bateau. Donc ici vous avez le rendu après traitement du bruit. Hein. C'est quand même une image qui a été prise à 12800 ISO. Vous voyez, et si je clique dessus dans la loupe à droite, hein, vous voyez quand même la différence en termes de correction. Voilà, donc avec une image qui est très bruitée, bien évidemment, on peut le faire également directement dans la photo ici. Vous voyez, si je clique sur comparer après avoir zoomé, voilà, comme ceci. Donc vous voyez tout le grain coloré ici, c'est le bruit de chrominance. Donc qui est très très bien corrigé déjà avec le mode haute qualité et qui, je vous rappelle, fonctionne lui directement et produit des résultats qui sont meilleurs que des concurrents directs déjà à ce stade. Alors voilà pour le principe du pré-réglage des XE standards et des modules optiques. Alors maintenant, on va revenir un petit peu aux bases. Je vais vous présenter le module Phototech. Donc, on va faire un petit tour quand même du logiciel parce que j'aimerais, notamment si vous cherchez une solution euh, face à des concurrents qui vous demandent un abonnement, etc., etc., eh bien, vous pouvez utiliser DxO Photolab Essential comme le hub et la station de travail principale pour vos images. Profitez de la NIC collection également. Pour importer vos images, alors sachez que Photolab ne propose pas de module d'importation, donc ce sera à vous de copier les images de la carte vers votre disque dur. Et ensuite, pour retrouver ces images, eh bien, vous allez tout simplement vous servir du volet de gauche ici de l'onglet Phototech qui reproduit exactement ce que vous avez sur votre disque dur. Donc, vous voyez ici, je suis dans le dossier images de mon système et j'ai sélectionné un dossier. Et donc, on peut voir l'explorateur d'images tout en bas qui affiche tout simplement tout le contenu du dossier sélectionné et je peux passer comme ça d'un dossier à un autre facilement. Donc en fait c'est un navigateur vraiment de base. Hein. Alors
c'est vrai que DxO Photolab utilise un catalogue, mais en général, c'est pour enregistrer les métadonnées et toutes les données liées aux corrections. D'accord, ça n'intervient pas dans l'organisation de vos images, sauf, comme on va le voir plus tard, pour les projets et également les copies virtuelles, dont les caractéristiques sont évidemment inscrites dans cette petite base de données et qui nous servira également pour les fonctions de recherche. Donc, vous avez un explorateur de source à gauche, l'explorateur d'images donc qui montre le contenu de la source, bien évidemment, en bas. Et pour beaucoup de gens, eh bien, ça suffit largement pour s'organiser, pour travailler sur leurs photos. Vous avez tout ce qu'il faut. Et lorsque vous sélectionnez une image, bien évidemment, vous avez dans le volet de droite, vous avez les métadonnées avec la section EXIF, donc tous les paramètres de prise de vue, le nom de l'appareil, la résolution de l'image, l'objectif qui a été utilisé et également la date de prise de vue que vous pouvez éditer. Vous voyez ici, si jamais vous êtes trompé dans vos fuseaux horaires en voyage, vous cliquez sur le petit crayon et vous avez la possibilité de modifier l'heure de capture comme vous le souhaitez. On a également la reproduction des informations d'auteur et de copyright telles qu'elles sont programmées dans l'appareil photo. On a également les mots-clés, on va y revenir après. Et puis, bien évidemment, si votre image comporte des coordonnées GPS, vous voyez comme ici, eh bien, si vous cliquez sur l'icône, là à droite, eh bien, ça va tout simplement ouvrir dans votre navigateur web par défaut, ça va tout simplement ouvrir le service de carte de Google qui vous indique l'emplacement de prise de vue, tout au moins l'emplacement de l'appareil photo, bien évidemment. Alors juste en dessous, on a les champs IPTC, donc avec toutes les informations. Alors donc ici, vous ne pouvez pas les éditer, mais si vous l'avez fait dans un autre logiciel, par exemple, donc en mettant votre nom dans le champ créateur, etc., votre adresse, votre numéro de téléphone, votre mail et adresse web, eh bien ça apparaîtra ici, mais vous ne pourrez pas éditer le contenu. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a des informations de localisation, vous voyez, Parempuire, Nouvelle-Aquitaine, France, etc. Ça provient d'un autre logiciel. Vous avez également la possibilité de saisir des mots-clés, par contre. Donc, vous avez une palette mots-clés à droite qui va vous permettre de documenter votre photo de façon très complète. Alors là, ici, pour l'instant, je n'ai absolument aucun mot-clé qui a été saisi. Pour ajouter des mots-clés, c'est très simple. Vous voyez, je vais saisir le mot voilier, par exemple, et je fais entrer. Donc, le mot-clé voilier est appliqué à cette photo ou éventuellement à une sélection de photos également. Vous pouvez saisir des mots-clés par an. Donc, si je fais par exemple bateau est plus grand que voilier, comme ceci, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ici j'ai créé, vous voyez, un mot-clé parent qui s'appelle bateau, il y a une petite flèche qui apparaît, et si je clique dessus, eh bien j'ai le mot-clé voilier. Alors évidemment, là je me trouve avec 2 fois le mot-clé voilier, donc de temps en temps il faut faire le ménage dans ces mots-clés. Et bien évidemment, ces mots-clés, vous avez la possibilité de les appliquer à d'autres images. Vous voyez, si je vais sur la vignette suivante, comme ceci, eh bien, je peux appliquer le mot-clé voilier, donc dans ma liste de mots-clés. Vous voyez, je clique dessus. Voilà, donc ça applique le mot-clé enfant et le mot-clé parent, bateau, voilier, à cette image, et ainsi de suite. Vous avez également la possibilité d'afficher uniquement le mot-clé parent, voilà, donc avec l'icône qui se trouve ici à droite du champ de saisie. Vous voyez, donc ici, j'ai que bateau qui est vraiment affiché et je peux évidemment éditer mes mots-clés tout simplement soit en les corrigeant, soit en supprimant le mot-clé de l'image. D'accord. Et si je retourne dans le champ de saisie et que je commence à taper
avec une lettre, et évidemment, j'ai une suggestion d'un mot-clé si le mot-clé existe bien dans la liste. Donc voilà un moyen facile que je recommande vraiment pour documenter vos photos. Donc n'hésitez pas à documenter les images parce que ça va vous permettre également plus tard de les retrouver. Alors je vais vous montrer comment. Donc, si je retourne toujours dans l'onglet Phototext, si je retourne ici à gauche, vous pouvez voir qu'en haut, il y a un champ de saisie et un bouton qui s'appelle Analyser un dossier. Alors, analyser un dossier, eh bien, c'est tout simplement, ça permet à Photolab d'indexer le contenu d'un dossier. Donc, vous sélectionnez d'abord votre dossier, donc ici mon dossier image originale, je clique sur le bouton. Alors ici on est sur Mac, hein, mais la présentation sur PC est à peu près pareil, le principe de base en tout cas est le même. Vous voyez, comme ceci, et là je vais chercher mon dossier image originale, je clique sur ouvrir et il va faire une indexation du contenu. Ça va tout simplement permettre à Photolab de rechercher vos images. Par exemple, si vous voulez rechercher par type d'appareil photo, par exemple, vous voyez, si je tape la lettre C, voilà la liste des suggestions. Donc j'ai des formats de fichiers, j'ai des modèles d'appareils photo. Par exemple, je ne souhaite voir que les images faites avec mon 5D Mark IV, comme ceci. Et ben je clique tout simplement sur le filtre et là, vous voyez, juste en dessous, j'ai les images uniquement prises avec cet appareil. Et je peux également, alors je vais remettre à 0, je peux également faire une recherche. Alors attendez, je vais simplement faire en sorte que cette fenêtre ne se montre plus. Je peux faire également une recherche sur, je sais pas, sur une focale par exemple. Vous voyez ici 300 mm ou un nom d'appareil photo. En fait, le champ de recherche en haut, il ne s'applique pas exclusivement au dossier qui a été sélectionné pour l'indexation. En fait, c'est une recherche globale dans l'ensemble de vos dossiers. Et puis, je peux évidemment chercher sur des mots-clés. Par exemple, si je fais voilier, vous voyez, donc je tape simplement VOI et vous voyez, il me trouve dans ma session Photolab, il me trouve donc les deux mots-clés que j'ai saisis devant vous tout à l'heure, c'est-à-dire le mot-clé voilier tout seul et le mot-clé enfant voilier avec le mot-clé bateau, qui m'a dit qu'il y a deux images comme ça, donc je clique dessus et donc voilà les deux photos qui contiennent ces mots-clés. Et bien évidemment, vous pouvez faire des recherches sur les champs IPTC également. Donc, vous avez quand même une possibilité d'organisation qui est très large. Alors maintenant que vous avez recherché des images comme ça, vous avez filtré des images comme ça avec le champ de recherche, qu'est-ce que vous pourriez en faire? Eh ben, c'est une excellente occasion d'organiser votre travail en projet. Alors un projet, c'est quoi? C'est tout simplement un, un dossier virtuel dans lequel vous allez placer des images. Et l'avantage par rapport à un dossier physique de disque dur, c'est qu'une image peut faire partie de plusieurs projets en même temps. Donc, vous pouvez travailler avec la même photo sur plusieurs projets, plusieurs publications différentes, plusieurs expos ou plusieurs galeries web différentes. La même image sera dans plusieurs projets, mais ne sera pas dupliquée physiquement. Alors, comment créer un projet? C'est très simple. Alors là, puisque j'ai filtré mes images avec ces mots-clés, donc je sélectionne les deux images en cliquant sur les vignettes, clic droit, et dans le menu contextuel, vous voyez ici, j'ai créé un projet à partir de la sélection courante, comme ceci. J'ai une fenêtre qui me propose de créer de nommer le projet lui-même. Alors je vais appeler ça voilier tout simplement, et je clique sur créer. Donc, et vous voyez tout en bas de mon volet de gauche, dans la section projet, j'ai bien mon projet voilier qui contient deux photos. Et si j'ai envie de créer un autre projet avec l'une de ces deux images ou même ces deux images, pas de problème. Donc, je m'assure qu'elles soient bien sélectionnées. Je refais clic droit et au lieu, alors là, pardon, j'ai la possibilité soit de créer un nouveau projet, soit d'ajouter la sélection d'images à un projet existant. Donc évidemment, si j'ai plusieurs projets, ils apparaîtront sous forme de liste ici. Mais là, je vais créer un deuxième projet.
comme ceci, que je vais appeler par exemple, voilà, ceux qui suivent mes webinaires savent parfaitement mon attachement à l'estuaire de la Gironde que j'ai découvert en m'installant ici il y a 9 ans. Donc voilà, je clique sur créer. Donc là, j'ai créé un nouveau projet qui s'appelle Estuaire de la Gironde, qui contient les deux mêmes images que vous voyez, mais je peux retirer une image d'un de ces projets. Vous voyez, tout simplement en faisant supprimer comme ceci. Alors si je supprime uniquement du projet. Bien évidemment, je ne vais pas supprimer mon image originale de mon disque dur. Donc là, ça concerne que le projet. Donc je clique sur la validation, vous voyez, donc je me retrouve avec une seule photo dans ce projet. J'ai également la possibilité, ça c'est très important pour le flux de travail également, de créer des copies virtuelles. Alors, si vous voulez créer plusieurs versions d'une même image, au lieu de vous échiner à faire des copies de vos images en TIFF, enfin peu importe, eh bien vous créez une copie virtuelle. L'avantage de la copie virtuelle, comme son nom l'indique, c'est qu'elle est virtuelle. En fait, il s'agit tout simplement d'un jeu d'instructions qui est écrit dans la base de données de DxO Photolab. Donc, vous faites un clic droit sur votre image originale et là, vous allez chercher créer une copie virtuelle. Alors bien évidemment, vous avez un raccourci clavier qui dépend si vous êtes sur Mac ou sur PC. Donc créer une copie virtuelle comme ceci. Donc là, je crée ma copie virtuelle. Donc je peux passer de l'un à l'autre. Hein. C'est exactement la même chose. C'est totalement transparent. Et si j'exporte, par exemple, à partir de ma copie virtuelle, ça va s'exporter exactement de la même manière que mon master. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans la vignette, vous avez un petit M qui indique master, c'est-à-dire l'image de référence. Et dans la copie virtuelle, vous avez un pavé avec le 1, donc copie virtuelle numéro 1. Et évidemment, si je crée une autre copie virtuelle, eh bien, il y aura le numéro 2. Bah, écoutez, je vais vous montrer. Je vais monter dans les pré-réglages en haut à droite pour vous montrer un autre aspect de DxO Photolab. Donc, on a plein de pré-réglages créatifs. Vous voyez ici du noir et blanc, par exemple. Et, pardon. Et je vais passer en noir et blanc. Par exemple, voilà, tiens, un portrait. Donc ça, c'est du portrait. Je vais prendre, allez, ciselé comme ceci. Je choisis celui-ci. Donc en fait, là, j'ai converti mon master, peu importe. Hein, ma copie virtuelle reste en couleur. Et regardez, maintenant, si je crée une copie virtuelle à partir du master converti en noir et blanc, la copie virtuelle numéro 2 sera en noir et blanc. Alors, est-ce que c'est réversible ou pas? Eh bien, bien évidemment, parce que si je retourne dans mes pré-réglages en haut à droite et que je vais chercher un autre pré-réglage, là par exemple paysage délavé ou tiens quelque chose qui se voit mieux, Haiki, juste pour la démonstration, vous voyez, j'applique un autre jeu de correction à mon image et tout reste réversible. Et évidemment, je peux modifier ces pré-réglages en allant dans l'onglet personnalisé. Donc, deux choses importantes à retenir pour gérer vos images, les projets et également les copies virtuelles. Alors, maintenant, on a parlé de copies virtuelles, de projets. Je vais revenir à mon dossier, pardon, je vais revenir à mon dossier de départ. Et là, je vais vous montrer également des outils qui sont très intéressants pour vous si vous décidez de confier la gestion des images à DxO Photolab. Alors, vous avez la possibilité de visualiser vos images en plein écran et également de faire un tri qualitatif. Alors, de quelle manière? Eh bien, si vous allez dans le menu affichage en haut, à moins de connaître le raccourci clavier, bien évidemment, vous avez plein écran visionneuse ici. Donc, je sélectionne cette fonction. Donc, je me retrouve avec mon image en plein écran. Vous voyez, on ne voit plus les barres, les menus du système d'exploitation. On a vraiment l'image qui prend toute la hauteur de l'écran. Alors, évidemment, les zones grises de chaque côté, eh bien tout simplement parce que le format, le rapport largeur-hauteur de la photo n'est pas le même que celui d'un écran informatique.
Et en bas, vous avez des cartouches avec un certain nombre de fonctions. Alors, vous avez le nom du fichier. Vous avez également la possibilité d'appliquer un marqueur de tri conservé ou rejeté, soit en cliquant directement dessus. Vous voyez, je clique ici, mais vous avez également un raccourci clavier, je vais y revenir. Vous pouvez attribuer une note en étoiles, je vais mettre 5 étoiles par exemple, et j'ai un bouton aussi qui me permet de comparer l'image. Voilà, ça c'est l'image avant traitement et après traitement. Donc je peux revoir l'original avant le traitement par le pré-réglage DxO standard et la correction optique. Et enfin, je dispose également d'une vue de comparaison comme ceci, avec une ligne verticale qui me permet de me déplacer et de voir l'image avant correction à gauche et après correction à droite. Alors donc là, l'effet est un petit peu subtil, on va essayer de trouver un autre exemple, mais sachez que vous avez également la possibilité de basculer comme ceci en mode horizontal. Voilà. À droite, vous avez un bouton avec un point d'interrogation. Si vous cliquez dessus, vous avez la liste des raccourcis clavier pour faire le tri d'image. Alors, je vous recommande vraiment d'apprendre cette liste parce qu'une fois qu'on la connaît par cœur, c'est très très simple. Vous voyez ici, au lieu de cliquer sur le bouton vert pour le statut conservé de l'image, eh bien on peut cliquer on peut presser la touche 7 du clavier. Par exemple, si je veux annuler le statut, vous voyez, j'appuie sur 8 comme c'est indiqué à droite. Mais alors c'est 7, 8, 9 conservé, donc annuler le statut 8 et rejeter 9. Vous voyez, si je presse 9, donc le petit voyant rouge s'allume, mais vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier d'un autre célèbre logiciel de gestion d'image. C'est Lightroom classique, bien évidemment. Donc, si vous appuyez sur la touche X, par exemple, pour rejeter, vous voyez, vous passez sur la pastille rouge. Si vous décidez quand même de conserver l'image, donc dans Lightroom, c'est la touche P, et vous voyez que ça fonctionne également dans DxO Photolab. Donc si vous venez de Lightroom, vous ne serez pas perdu, vous pourrez utiliser tout au moins ici les mêmes raccourcis clavier de tri. Pour passer à l'image suivante, vous pouvez utiliser les flèches du clavier et recommencer. Et ainsi, donc la touche 7 pour conserver l'image, et je lui attribue une note allée de 3 étoiles, soit en cliquant directement en bas, soit tout simplement en pressant la touche 3 comme ceci. Et si je veux sortir du mode de tri plein écran, eh bien je presse la touche échappement de mon clavier. Voilà, donc et là, si on va voir nos vignettes, ici on peut voir la petite pastille verte, les étoiles. Alors les pastilles ici sont visibles que lorsque je passe la souris dans les vignettes. Pourquoi? C'est tout simplement un réglage dans les préférences où je décide d'afficher qu'un minimum d'informations dans mes vignettes, et bien évidemment je peux faire en sorte que ces pastilles apparaissent de façon permanente. Vous avez également des filtres ici qui vous permettent de trier les images selon un certain nombre de critères. Et si vous appuyez sur le bouton à côté, vous voyez, vous avez la possibilité de chercher uniquement les images conservées. Vous voyez, je vais cliquer sur images conservées comme ceci et vous vous rappelez, j'ai appliqué une pastille verte à ces deux photos. Alors attention, quand vous utilisez ces filtres, de toujours revenir à zéro, parce que si vous quittez votre poste de travail et que vous revenez une heure après, peut-être que vous serez perdu. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc vérifiez tout simplement si ces deux boutons ici avec les critères ne sont pas bleus, ce qui indique qu'il y a un filtre qui est engagé, tout simplement. Alors, ensuite, on va parler un petit peu de traitement d'image parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Donc, je clique sur l'onglet personnalisé. Et là, bien évidemment, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire, même si vous n'avez pas certains outils de l'édition Elite, vous avez quand même largement de quoi travailler. Je vais essayer de trouver une image
où je peux me servir de la balance des blancs. Alors, oui, tiens, celle-ci, par exemple. Donc, balance des blancs, vous connaissez, hein, c'est le même principe pour tous les logiciels. Vous avez la pipette qui est dans la barre d'outils. Ici, en haut, voilà, je vais regarder, vous voyez, je zoome ici, là, la pipette. Je clique dessus, donc et puis si je trouve que le bleu là des bateaux, enfin est trop prononcé, vous voyez, je peux cliquer pour équilibrer l'image. Alors du coup, ben j'ai les teintes chaudes qui sont un petit peu boostées, donc ce que je peux faire, c'est aller à droite dans ma palette, balance des couleurs. Et là, je peux tout réajuster manuellement en manipulant les curseurs pour trouver un meilleur équilibre, par exemple, entre les deux. Et j'ai aussi la possibilité, comme on verra après, dans les réglages locaux, enfin, on ira voir les outils de retouche locale après. Donc, je peux simplement appliquer une balance des blancs au pinceau ou avec un autre outil uniquement sur cette partie de l'image. Donc là, rien de particulier par rapport aux autres logiciels. Et vous avez également tout ce qui concerne la tonalité. Donc, on l'a vu un petit peu. Alors, je vais peut-être aller sur cette photo comme ceci. Donc, on peut voir le Smart Lighting qui va analyser le contenu de l'image pour vous proposer un certain réglage qui va tenter d'équilibrer les hautes lumières et les parties sombres de l'image. Et vous avez la possibilité de choisir un réglage différent. Vous voyez, vous avez des pré-réglages moyens, forts. Alors, parfois, ça a une influence sur l'image, parfois non, comme ici. Et sachez simplement que vous avez la possibilité d'utiliser le curseur intensité. Et la mesure spot, elle concerne en fait les visages pour optimiser l'exposition sur les visages. Donc, je vais voir si je peux trouver quelque chose. Visage, oui, j'ai cru voir passer une photo. Voilà, je vais venir cette photo que j'avais utilisée déjà dans un webinaire. Et si je clique sur mesure spot ici, eh bien la palette m'indique qu'un visage a été détecté et en fait l'exposition a été calée, optimisée essentiellement pour le visage. Et toujours pareil, avec le même système, hein, léger, moyen, fort, personnalisé. Donc vous avez vraiment de quoi faire sans aucun problème. On avait vu le bruit auparavant déjà, donc on ne va pas revenir dessus. Je voudrais vous montrer un autre excellent outil classique de logiciel photo, mais qui est particulièrement performant dans Photolab. C'est tout simplement l'outil réparation qui permet de corriger les poussières. Là, vous voyez ici mes belles poussières. Regardez, je vais activer l'outil. Alors, c'est également dans la barre ici en haut, dans la barre d'outils supérieure, réparation, ça s'appelle. Voilà, je clique dessus. Et j'ai deux modes de fonctionnement, comme vous pouvez le voir dans la palette flottante. Ici, j'ai un mode réparé et un mode dupliqué. Alors, le mode réparé consiste en quoi? Eh bien, il va tout simplement tenir compte des caractéristiques de luminosité, de contraste et de couleur de l'image pour faire une réparation qui se fonde parfaitement dans la photo. Et le mode dupliqué, c'est du simple clonage. Vous voyez, par exemple, les lampadaires qui sont en haut du pont, si j'ai envie de les multiplier, eh bien, je peux utiliser la fonction du dupliquer pour les reproduire à l'identique. Mais moi, ce que je veux ici, par exemple, c'est nettoyer ces poussières. Alors, je vais zoomer dans la photo. Voilà. Et je vais. Alors attendez, je fais des bêtises. Voilà, j'appuie sur la barre espace pour me déplacer dans mon image. Sinon, je peux aller dans ma palette déplacer, zoomer ici à gauche. Et puis regardez là-haut, où j'ai une belle poussière là ici de grande dimension. Donc j'ajuste la taille de mon pinceau, son contour progressif. Vous voyez la progressivité du bord du pinceau et également l'opacité. L'opacité, ça va vous servir à quoi? Par exemple, si vous retouchez un petit défaut sur un visage, vous savez, un grain de beauté ou quelque chose de ce genre, vous n'allez pas le supprimer complètement parce que ça fait partie de la personne. Et donc, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est le corriger, de l'atténuer en jouant avec le curseur opacité, par exemple. Alors, regardez, là, je vais tout simplement peindre
sur cette partie de l'image et vous voyez, même en zoomant en gros plan, elle est parfaitement fondue dans la photo. On va voir un exemple un petit peu plus spectaculaire que j'ai déjà démontré. En webinaire, par exemple, à votre avis, est-ce que je peux enlever ce bateau? On va essayer tout simplement. J'augmente la taille comme ceci et je vais peindre le bateau comme voilà. Et voilà, regardez, regardez, vous voyez, il a été chercher des informations dans l'arrière-plan pour masquer le bateau. Et regardez dans la barre d'outils, si je clique sur voir les masques, vous voyez, donc on peut voir donc l'endroit corrigé ici à gauche et, tout simplement la source de prélèvement pour la correction que je peux déplacer à la main, bien évidemment. Alors, vous voyez, donc ça change à gauche. Vous voyez, ça change à gauche. Alors si je me dis, bon, je suis en train de faire un peu n'importe quoi et ça part un petit peu dans tous les sens, si j'ose dire, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, hein, vous effacez votre correction et vous redonnez votre petit coup de pinceau à cet endroit, voilà, comme ceci. Hop, vous voyez, donc une correction impeccable. Et vous dites, ah, mais j'ai encore j'ai encore l'écume là laissée par le bateau. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Hein, on va peindre ici et vous voyez, je peux bien passer sur le masque précédent, alors que certains autres logiciels ne me le permettent pas, ou du moins très difficilement. Voilà, et je vais également peindre ici. Vous noterez qu'il n'y a également aucun ralentissement dans le fonctionnement. Et regardez, maintenant je reviens à notre affichage normal. Je clique, alors j'ai juste une petite tâche là, ici. J'en ai encore une autre ici. Vous voyez, ça va vraiment très vite, c'est très performant. Voilà, une fois que j'ai terminé, je clique sur fermer et regardez mon image. Et maintenant, je compare avec la version avant ouverture dans Photolab. Vous voyez, mon petit hors-bord là qui a disparu, ainsi que les tâches, et on voit aucune trace dans l'image. Donc c'est vraiment un outil de nettoyage de poussière et de petits défauts qui pour moi est certainement un des plus performants sur le marché. Alors je voulais également vous montrer la roue de couleur. Alors la roue de couleur, on va prendre une autre photo avec des couleurs justement. Donc vous en disposez aussi dans la version essentielle. Alors je vais aller tout en bas. Vous voyez, vous avez beaucoup d'outils. Hein. Alors n'hésitez pas à fermer les palettes l'une derrière l'autre. On va aller, voilà, l'outil TSL comme ceci. Regardez ce magnifique outil. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet outil? Par exemple, ici, j'aimerais renforcer le bleu de mon ciel. Eh ben, c'est très simple. Je vais dans ma palette TSL, donc teinte, saturation, luminance. Je clique sur la pastille qui correspond au canal bleu, logique. Voilà, comme ceci. Et donc, là, on peut voir effectivement dans la roue de couleur le secteur bleu qui est présélectionné. D'accord. Donc, en gros, le fonctionnement, c'est que le cercle intérieur, c'est la couleur source, en fait, et le cercle extérieur, ici, c'est la couleur cible. Donc là, je reste sur du bleu. J'ai la possibilité de jouer sur les transitions vers les autres teintes. Bon, alors là, regardez, je déplace complètement voyez ma sélection. Donc là, je vais plutôt dans du vert, hein, mais je vais quand même rester dans du bleu. Et si je prends la poignée extérieure, regardez, là, de cette manière-là, je change la couleur de mon ciel et uniquement de mon ciel. Vous voyez. Donc, la poignée extérieure, ici, c'est tout simplement donc la couleur de destination, c'est-à-dire la couleur souhaitée. D'accord. Les poignées qui se trouvent à l'intérieur permettent de réduire un petit peu la largeur du champ de couleur, du champ utile, en fait, et vous pouvez également jouer sur les transitions avec les poignées intérieures ici, donc ici un peu plus vers le magenta, et là j'aimerais
tenir compte un peu plus il y a voilà, un petit peu plus du cyan, vous voyez. Donc vous avez vraiment une grande liberté d'action. Et si vous savez pas, bah écoutez, vous remettez tout à zéro avec la petite flèche comme ceci. Vous pouvez également prendre la pipette. Ici, vous cliquez dessus et vous allez tout simplement cliquer dans la couleur que vous souhaitez modifier avec la pipette. Donc là, vous verrez que c'est bien la bonne plage qui est sélectionnée. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Et après, avec les curseurs saturation, vous voyez, là, vous renforcez la saturation de votre ciel. Et là, je réduis la luminance. Regardez, j'obtiens un ciel qui est beaucoup plus profond et sans affecter les autres couleurs de l'image. Évidemment, c'est la porte ouverte au changement de couleur. Aussi le jaune, là, si vous voulez le remplacer, si vous voulez repeindre le bateau d'une autre couleur, eh bien vous pouvez également le faire grâce à ce système. Petite information sur le curseur uniformité, c'est un curseur qui joue sur l'homogénéité des couleurs, notamment des teintes chères. Vous voyez, vous avez des petites variations de couleur de peau dans un visage. Alors c'est tellement subtil que c'est quasiment impossible à montrer en webinaire. Il faut vraiment zoomer dans l'image. Mais en tout cas, je peux vous dire que quand vous tombez sur le bon exemple, ça fonctionne. Vous noterez ici à gauche que vous avez également l'historique, qui vous permet de revenir en arrière dans vos corrections ou pour pouvoir recommencer à un certain stade, par exemple. Donc tout est enregistré automatiquement dans la palette historique. Donc je vais quand même revenir à ce réglage comme ceci. Et à partir de là, maintenant, on va parler on va faire un tour par les réglages locaux, si vous voulez bien. Donc, je vais vous montrer les outils dont vous pouvez disposer grâce à cette version Essential de Photolab. Alors pour les réglages locaux, j'aimerais bien une autre photo, voilà, comme ceci. On va prendre celle-là. Ah, mon image n'est pas droite et puis elle est pas super bien cadrée. Ben justement, j'ai oublié de vous parler de l'outil de cadrage et de redressement. Alors on va d'abord redresser l'horizon. Donc vous voyez ici tout en haut, je clique sur horizon comme ceci. J'ai une ligne de référence qui apparaît et je vais me placer sur une référence. Donc, je vais peut-être prendre l'eau ici, la surface de l'eau, où j'aurais pu le faire verticalement sur la pile du pont d'Aquitaine ici. Et je clique sur appliquer, je redresse mon image et fermer pour valider. Et puis le cadrage me plaît pas super, donc bah écoutez, pas de problème, je vais dans la barre d'outils supérieure. Évidemment, ces outils, vous les retrouvez dans le volet de droite. Et là, je clique sur recadrage. Donc, vous voyez que le fait d'avoir redressé l'horizon, bien évidemment, entraîne un recadrage de l'image. Et si je souhaite changer de format, par exemple, vous voyez, je veux passer au 16/9, comme ceci. Donc, j'ai ma grille de recadrage qui s'adapte et que je peux repositionner à ma guise dans l'image, comme ceci. Et je clique sur fermer pour valider. Donc je me retrouve avec mon image au 16/9. Alors j'ai loupé un petit coup ici en haut à gauche, c'est pas grave, parce qu'évidemment les corrections sont totalement réversibles, voilà, comme ceci, fermé, voilà, impeccable, et je vais pouvoir passer dans mes réglages locaux. Donc les réglages locaux, eh bien c'est tout simplement la retouche locale de DxO Photolab, et là vous allez voir on a de quoi faire un webinaire pendant 1 heure là encore, il y a aucun problème. Donc je vais vous montrer ça quand même, je vais un petit peu accélérer la cadence. Je fais un clic droit dans l'image et là j'ai mon sélecteur, mon menu radial qui me permet de choisir les différents types d'outils que je souhaite utiliser. Par exemple, là, j'aimerais bien densifier un petit peu le ciel. Alors, je vais tout simplement prendre le filtre gradué, comme ceci, et je me mets en haut. Alors, le cercle violet que vous voyez autour de mon pointeur, c'est un utilitaire qui permet pendant les webinaires de mieux voir ce que je fais et le déplacement de ma souris. Ça n'a strictement rien à voir, bien évidemment, avec le logiciel Photolab. Alors, je trace mon filtre gradué, comme ça, je vais descendre à peu près jusqu'à la surface de l'eau. J'ai mon égaliseur qui apparaît, donc il y a un mode lumière, il y a un mode couleur, et il y a également tout ce qui concerne
la netteté. Donc on va rester sur lumière. Donc premier curseur, j'ai le curseur exposition et vous voyez, je réduis mon exposition. Donc l'égaliseur laisse la place juste au curseur que je suis en train d'utiliser. Là, je descends d'un diaphragme comme ceci. À côté, j'ai le contraste, évidemment, pour amplifier l'écart entre les parties les plus sombres et les parties les plus claires de l'image. Je peux également jouer sur le micro-contraste. Alors, ici, vous n'avez pas Clearview, donc pour la correction du voile atmosphérique, puisqu'on est dans l'édition Essential. Et puis, vous avez également les curseurs de tonalité sélective, haute lumière, ton moyen, ombre et également noir, qui existent également pour la correction locale. Et, vous voyez que ça marche très bien, que vous disposez vraiment d'un maximum d'outils. Donc, vous avez la possibilité d'ajuster la saturation, la vibrance et également jouer localement sur la balance des blocs, comme on avait dit tout à l'heure avec notre photo prise à contre-jour avec les bateaux qui étaient un petit peu bleus. Donc, vous avez vraiment énormément de possibilités. Et bien évidemment, vous pouvez combiner les masques. Vous voyez, par exemple, si je clique sur nouveau masque comme ceci, donc je désactive temporairement mon filtre gradué, je fais clic droit dans mon sélecteur radial et tenez, tiens, je vais prendre le masque automatique. Alors, à quoi sert le masque automatique? On va voir tout de suite, c'est un pinceau. Et regardez, j'aimerais bien, par exemple, éclaircir cette structure ici. Donc, je peins dessus. Alors, pas besoin de faire de travail de précision. Si jamais vous voyez que les résultats ne vont pas, eh ben, vous pouvez recommencer de toute façon. Et donc, je voulais l'éclaircir. Voilà, comme ceci. Je prends exposition et regardez, vous voyez, j'éclaircis la structure. Alors évidemment, j'ai débordé des piles, donc c'est pour ça qu'il aurait fallu bien soigner le travail. Mais par manque de temps, évidemment, ça vous donne en tout cas une idée de ce qui est possible de faire. Vous avez également les points de contrôle. Donc, je clique sur Nouveau masque, clic droit, toujours dans le menu radial. Alors, j'ai les points de contrôle et les lignes de contrôle. Alors, c'est le même principe de fonctionnement. Les lignes de contrôle, eh bien, c'est tout simplement un peu comme un filtre gradué où vous avez une sélection horizontale ou verticale, droite, et qui agit comme un point de contrôle. Alors, on va en rester au point de contrôle comme ceci. Je vais en placer un, par exemple, dans le nuage, en haut à gauche, et je vais étendre le diamètre. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai présélectionné afficher le masque. Vous voyez, si je désactive dans la barre d'outils, plus de masque monochrome. Regardez, et là, le masque monochrome revient. Et ça, c'est une aide précieuse parce que ça permet tout simplement de visualiser à quel endroit on fait les corrections. Alors, tout ce qui est blanc ici, autour du point de contrôle, correspond à 100% de correction dans l'image. Et plus ça s'assombrit, et moins l'image est influencée par la correction. D'accord? Vous voyez, si je prends mon point de contrôle et je me pose sur la voile du bateau, ça va même vous donner une meilleure idée. Regardez, donc tout ce qui correspond aux teintes des voiles, ici, va être corrigé. Et par contre, tout ce qui est coque du bateau va rester noir. Et si j'étends ma zone d'influence, vous voyez, donc ça va également s'appliquer à l'autre bateau. Et si je réduis ma zone d'influence, regardez, je vais rester quasiment que sur la voile à corriger. Donc vous avez vraiment une énorme souplesse de travail pour les outils, les réglages locaux qui sont également très puissants et vous disposez vraiment de la totalité des outils par rapport à la version Elite. Alors, après avoir fait notre correction locale, j'ai une grosse poussière là qui me gêne, et ben pas de souci, on peut rapidement la supprimer comme ceci. Voilà. Et bien maintenant, j'ai envie d'exporter mon image ou j'ai envie de la traiter dans la Nik Collection. Alors, avant de faire ça, je vais revenir sur ma correction ici de la plateforme. Donc, je resélectionne les réglages locaux. Et là, on peut voir le masque ici. Je le sélectionne pour l'activer et j'appuie sur la touche supprimer du clavier, tout simplement pour supprimer cette correction qui était faite un petit peu à l'arrache. Voilà, je valide
sur fermé comme ceci. Et pour aller dans la NIC Collection, donc en vous rappelant qu'avec la NIC Collection 5, vous avez DxO Photolab qui est fourni, donc ce qu'on est exactement en train de faire, eh bien on va aller faire un petit tour rapidement. Voilà, ça nous fera un petit rafraîchissement du dernier webinaire. Et là, je vais aller dans Réglages d'abord, et j'aimerais vraiment conserver un flux de qualité maximale. Donc je choisis en TIFF 16 bits, conservation des métadonnées pendant le transfert vers la NIC Collection. Je clique sur OK, et là je vais choisir par exemple Analog FX Pro, donc la version 3, donc qui est toute nouvelle également, et qui permet de simuler le rendu d'anciens appareils photo. Alors, comme toujours, j'ai ma fenêtre de la NIC Collection qui s'ouvre sur alors, que se passe-t-il? Ah oui, petite boîte de dialogue ici. Voilà, une mise à jour est disponible. Voilà, très bien. Alors, je vais juste ajuster la taille de la fenêtre. Voilà, on y est. Donc là, je suis dans ma NIC Collection, et regardez. Voilà, je vais pas vous faire une démonstration détaillée de la NIC Collection, mais je vais juste utiliser ce pré-réglage ici, anglais, qui s'appelle anglais ancien. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Voilà, et regardez ici, j'ai coché modification non destructive. Voilà, en bas à droite, je clique sur appliquer. Le traitement se fait. On va revenir dans DxO Photolab. Voilà, et on a ici à côté le fichier TIFF qu'on a demandé conformément au réglage de la NIC Collection. Et puis je me dis finalement non, ce rendu me plaît pas trop pour cette image. Alors vous vous souvenez, j'ai coché la case pour le traitement non destructif dans la NIC Collection, dont vous pouvez bénéficier à partir de Photolab Essential. Donc je clique sur NIC Collection ici, et regardez là, c'est très important, on en a parlé également lors du webinaire précédent. Je retourne dans Réglages, et au lieu de rester sur Exporter en TIFF, je vais sur Exporter sans traitement. Voilà, la troisième option. Je clique sur OK, je reclique sur Analog FX Pro. Donc le TIFF va se rouvrir dans Analog FX, voilà, donc avec l'effet que j'ai appliqué. Et puis là, je me dis, bon, bah finalement, allez, ça, bleu délavé, ça me plaît beaucoup plus. Voilà, magnifique. Voilà, en plus, ça va assez bien la photo, je trouve. Hein, vous vous rappelez donc cette petite case à cocher, hein, modification non destructive. Je clique sur appliquer. Traitement appliqué à l'image qui va revenir dans DxO Photolab avec les nouvelles corrections, et ainsi de suite. Je peux retourner autant de fois que je veux. Ou alors l'autre possibilité, c'est également de créer des copies virtuelles pour créer plusieurs versions de la même image et les envoyer dans la NIC Collection. Alors on est arrivé à la fin du flux de travail, et donc il nous reste à exporter notre image. Donc je clique sur le bouton bleu ici, j'ai un autre petit bouton à côté qui m'indique les différentes options d'export, donc export vers disque, donc c'est le mode d'exportation normal, export pour envoyer vers Photoshop par exemple, ou vers Lightroom. Et sachez que si vous continuez à utiliser Lightroom et que vous voulez également utiliser DxO Photolab, eh bien vous disposez, y compris avec la version Essential, vous disposez du flux de travail exclusif qu'il y a entre Lightroom et Photolab, un flux de travail qui génère un DNG dans lequel vous retrouvez toutes les caractéristiques de traitement de vos fichiers RAW. Alors, donc là, je vais simplement exporter vers disque comme ceci. Alors, contrairement à l'édition Elite, on n'a pas la possibilité, comme je vous l'ai dit au début du webinaire, de sélectionner plusieurs options de sortie vers plusieurs destinations différentes. Donc là, c'est du coup par coup, vous voyez, à chaque fois. Alors que dans l'édition Elite, je pourrais exporter en même temps en JPEG et en TIFF et dans deux dossiers différents. Donc là, ça reste une exportation simple, mais vous avez quand même la possibilité de créer vos propres options d'exportation. Donc ici, je suis exporté en JPEG, et je clique sur exporter. Je vais mettre ça dans
le dossier d'origine. Donc je clique sur exporter, comme ceci, et là on peut voir à côté du bouton de la Nik Collection, donc les dernières exportations qui ont été faites. Donc là, ça a été plutôt rapide et je peux voir donc le fichier JPEG que je viens de créer par exportation qui est revenu dans le même dossier que l'original, donc en version JPEG, cette fois prête à être diffusée sur le web. Donc voilà un petit peu un aperçu de tout ce que vous pouvez faire avec DxO Photolab en édition Essential qui est livré gratuitement avec la Nik Collection 5. Donc profitez-en pour essayer si vous ne connaissez pas Photolab. Et vous voyez que les possibilités en combinant la Nik Collection et Photolab Essential, je pense que ça suffit à beaucoup de photographes. Vous voyez, donc si vous n'avez pas une grosse production et si vous aimez quand même des images, produire des images de qualité, je pense que c'est un couple qui est extrêmement intéressant. Donc penchez-vous dessus, sachant que la Nik Collection 5 étant disponible en démo 30 jours également, donc ça vous permet d'utiliser, d'essayer un petit peu tout ça. Voilà, donc on a terminé pour ce soir et je n'ai pas de date de prochain webinaire à vous donner, tout simplement parce que le programme de la rentrée n'a pas encore été établi. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir. Et en attendant, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie d'essayer DxO Photolab en édition Essential combinée à la Nik Collection et je vous souhaite bien évidemment beaucoup de plaisir à utiliser tous ces outils fantastiques sur vos images. Donc merci, bonne soirée et à très bientôt.